Être prof, vocation ou choix pragmatique? Vocation, sans doute. Choix pragmatique pour moi. Voilà, complémentaire. Parce qu'en Le même temps, c'est un peu les 2. le plus dur, c'est gérer sa classe ou la paperasse? Alors, là, je dirais qu'au début, c'est gérer sa classe et du coup, on trouve que la paperasse, c'est facile et après, quand on a les outils pour gérer sa classe, ça devient la paperasse qui est chronophage. Gérer sa classe, Noémie? gérer sa classe. Ce qui motive le plus, faire la différence pour les élèves ou la sécurité de l'emploi? Bah, les élèves. Pareil sur ce point-là. Pour tenir, on mise sur la passion ou sur l'organisation? Pour tenir sur le long terme, c'est la passion. Et ben, moi, je dirais plutôt l'organisation. Les vacances des profs, vrai break ou boulot toujours? Ouais, ça doit être vrai bref, Je suis d'accord. avec un peu de boulot. Mmh, pareil. La reconnaissance, en faire le deuil ou la chercher? Non, c'est jamais en faire le deuil. La chercher, a avec les bons outils et les bonnes intentions. Je suis d'accord. Moi, j'ai quand même besoin de reconnaissance et j'ai pas réussi à faire le deuil, mais je trouvais que c'est pas toujours facile d'en obtenir. Avant de se lancer, il faut se connaître ou se former? Bah, les 2 vont de pair pour moi. Se former permet de se connaître et pour se connaître, il faut se former, donc les 2. Là, je choisis pas. J'avais mis les 2 aussi, mais comme tu nous as demandé de choisir, je dirais d'abord se connaître. Pour tenir, on cherche la routine ou le changement? Enfin pour, personnellement le changement. Et ben, moi, je dirais la routine parce que tout ce qui tourne, c'est moins d'énergie à insuffler. Le plus gros défi, gérer ses émotions ou gérer son temps? Mais je dirais gérer son temps, gérer ses émotions, ça peut s'apprendre. Gérer son temps, ça peut s'apprendre, mais ça reste un défi tout le temps, parce que c'est pas extensible. Pour moi, c'est gérer ses émotions. Votre meilleur conseil, foncer ou prendre du recul? Non, prendre du recul, dans le sens, pas reculer, mais questionner le statu quo. Je suis d'accord aussi, prendre du recul, prendre le temps de poser les choses, de se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, on se pose une question essentielle avec mes invités. Enseigner, est-ce vraiment fait pour vous, pour nous? Avec Noémie et Hélène, on va explorer sans tabou ce qui fait la richesse et la difficulté du métier. Alors, notre but aujourd'hui, c'est vous donner toutes les clés pour décider en toute lucidité si devenir enseignant ou le rester, c'est vraiment ce qui vous correspond. On vous propose donc de faire le point, de dépasser les idées reçues et de vous interroger sur vos vraies motivations. Bienvenue Noémie. Merci. Bienvenue Hélène. Merci Nathalie, je suis ravie d'être là. Toutes les deux, est-ce que vous vous souvenez des questions que vous vous êtes posées pour vous engager dans ce métier? On va commencer par Noémie. Alors moi, je pense que j'ai étouffé mes doutes en m'auto-persuadant que ce métier allait me plaire. Heu, un des signaux, c'est que quand j'ai su que j'étais reçue au concours, j'ai ressenti beaucoup d'angoisse et pas de joie. Mais voilà, j'avais besoin d'indépendance, financière. C'était un choix raisonnable. J'étais bonne élève, je venais d'une famille d'enseignants. J'aimais bien expliquer les choses à mes copines, j'avais l'impression de faire preuve de pédagogie et je me suis dit que ça allait me plaire. Voilà. Ouais. Hélène? J'ai pas souvenir de vrais questionnements. C'est plutôt, je finissais mes études, j'avais fait un DUT de documentation, donc je savais que je voulais être, documentaliste et je me suis dit: «Non, j'ai que 20 ans, je me vois pas encore travailler. Qu'est-ce que je peux faire d'autre et qu'est-ce que je peux faire de ce métier?» Et c'est devenu, après une évidence que ça allait être professeur documentaliste parce qu'il réunissait, tout ce que je recherchais dans un métier, l'ouverture, la curiosité, les vacances, un milieu que je connaissais puisque voilà, en tant qu'élève, mais donc j'ai pas spécialement souvenir de gros questionnements, de doutes. C'est plutôt à un moment donné un déclic et ça devient une OK, évidence. Voilà. ça marche. Ma première question ira vers Noémie.
À ton avis, quelles sont les idées reçues sur le métier qu'il est bon de déconstruire quand on se pose la question de notre place à venir ou en l'état, dans l'éducation? Alors, je dirais d'abord une espèce d'idéal que les élèves vont être attentifs et intéressés tout le temps. Parce qu'on sait que si c'est vrai par petits moments, il y a un gros, gros travail pour maintenir leur attention. Ensuite, de dire: «C'est un métier où on transmet des connaissances et c'est super gratifiant, c'est le plus beau métier du monde», certes, mais à côté de ça, il y a un gros, gros travail de gestion de classe et il y a beaucoup d'enseignants qui me disent: «Mais j'en peux plus de faire la police 90 de la journée». Ensuite, on peut aider tous les élèves à progresser. C'est motivant et on va avoir les moyens de bien faire son travail. La réalité, en tout cas, telle que je l'ai ressentie et telle que je l'entends dans les enseignants qui peuvent, me contacter, c'est qu'il y a quand même un gros delta entre ce qu'on est supposé faire et ce qu'on arrive à faire, dans la réalité d'une classe avec des vrais élèves et que surtout quand il y en a beaucoup. Et ça peut être très frustrant ce delta. Moi, j'avais toujours, un sentiment d'insatisfaction avec l'idée de pas faire assez ou de pas faire assez bien avec mes élèves. Et enfin, c'est cette grande idée que c'est un métier qui est compatible avec la vie de famille. On est beaucoup de femmes dans ce métier, hein, donc on se dit: «Voilà, c'est un métier que je vais choisir, je serai là les mercredis», enfin pour les professeurs des écoles en tout cas, et les vacances. Mais finalement, c'est un travail équivalent à un autre métier, donc il prend tout autant de temps. C'est juste que le temps, il est réparti autrement et que le temps de préparation, de correction, on va le prendre sur du temps personnel, en tout cas, hors journée, donc ça va être le soir, ça va être, les week-ends, ça va être, vite un petit créneau pendant la sieste des enfants et cet arbitrage-là, il peut être source de stress, et de tension aussi au sein de la famille. Donc, c'est une vraie question de est-ce que c'est vraiment aussi compatible Mmh. qu'on le pense? Mmh. Merci, pour ces, effectivement, ces idées reçues qu'il est intéressant de questionner, voire de déconstruire, s'il le faut. Hélène, quand on se pose la question de changer ou de rester, quelles peurs ou croyances limitantes observes-tu le plus souvent chez les enseignants que tu reçois? Alors, il y en a plein et ce qui est frappant, c'est que c'est souvent les mêmes peurs qui reviennent, que j'ai moi-même connues et qu'on connaît finalement tous. Alors on peut citer la peur de l'incertitude, donc quitter un métier, même s'il est difficile, voilà, qui génère, de l'inconfort, beh, on doit faire face, voilà, à l'incertitude, du lendemain. Il y a la peur, aussi de la perte de sens dans nos métiers. C'est un métier qui a un fort impact, on le sait, l'éducation, c'est pas rien. Donc selon le domaine où on veut se réorienter, voilà, ça peut influencer. Ensuite, il y a la peur de l'échec et si ça marche pas, si je réussis pas, ce que je vais faire, j'aurais quitté un métier, confortable en tout cas, et finalement, voilà, si je me trompe, ou bien si ce que je vais faire n'est pas à la hauteur de ce que j'espérais. Les fantasmes qu'on peut avoir, en devenant, enseignant, on peut les avoir, sur d'autres métiers évidemment. Ensuite, il y a peut-être une peur, qui est très présente aussi, c'est la peur du regard des autres. Alors il y a la peur de ses collègues, la peur de sa famille, éventuellement de son conjoint, de ses amis et cetera, mais la plus présente, c'est la peur de ses collègues. Et puis, évidemment, la peur de quitter une stabilité financière aussi. Mais, ce qu'on peut dire, c'est que la peur, en fait, c'est juste une autre face de la confiance. C'est-à-dire soit on a peur, soit on a confiance et c'est même pas c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre et on va en reparler, mais justement la confiance, ça se travaille et tout au long du processus et même encore après, même si on décide de pas changer. Mmh. Ce que tu dis là, c'est que finalement identifier ses peurs, c'est mettre le doigt là où on va renforcer notre confiance. Est-ce que c'est ça que tu dis?
C'est même plus que ça, c'est comme si on changeait de lunettes tout d'un coup. Soit je peux regarder, mon changement avec les lunettes de la peur, OK, soit je les dépose et je prends les lunettes de la confiance et en fait la réalité reste la même. C'est juste le regard qu'on pose dessus qui va être différent et pour moi ça change tout. Tu vois, OK, on peut le comparer à, hem, le jour et la nuit. C'est pas parce qu'il y a la nuit que le jour n'existe pas. OK, Donc c'est d'accord, pas très parce qu'il y a bien. la peur que la confiance ne doit pas exister. Mmh. En tout cas, oui, voilà, lever le filtre pour redécouvrir la confiance qu'on a, derrière la peur. Ouais, c'est regarder, le changement qu'on souhaite opérer avec ces 2 lunettes, pas juste avec celui de la peur parce qu'en plus, la peur, enfin je l'ai un petit peu dit, mais elle est souvent, renvoyée et alimentée par les autres. Enfin moi je l'ai Ouais. bien connue là, ces dernières semaines puisque je suis en train de changer aussi. Très souvent elle est alimentée par, le regard et les jugements des autres. «Mais ça va pas, mais tu changes, mais tu Mais pas peur». pourquoi? C'est ça. «Mais pourquoi tu fais C'était si ça?» confortable, c'est ça, mais pourquoi ce changement? Le et se défaire de l'idée, peut-être que le changement est forcément, instable. Il y a quelque chose, souvent de quand quand on aime le changement, on peut très vite être considéré comme quelqu'un d'instable. Voilà, alors que a priori, l'instabilité, on y voit quelque chose de négatif, alors que le changement peut être très, très positif. Hem, Noémie, comment on fait pour savoir si on est vraiment à sa place? Et si voilà, comment on se questionne? Quels signaux on peut avoir, qui viennent de nous, dont il faut avoir conscience pour, savoir si on est aligné ou pas avec ce métier? Alors si on est déjà en situation d'exercice, c'est d'abord d'être attentif aux signaux émotionnels et physiques ou à ses ressentis, hein. Est-ce qu'on ressent de l'énergie, de l'envie, du bien-être, l'envie d'y aller le matin, de la joie? Ou bien est-ce qu'on est plutôt dans un sommeil perturbé, on est irritable, la boule au ventre, une fatigue permanente, beaucoup de remises en question, une perte de sens? Heu et je dirais, aussi un signaux, qui est un peu différent, c'est peut-être y passer tout son temps pour son métier, à préparer, préparer, sans être en mesure de poser des limites. Je trouve que c'est aussi un signaux qui mérite d'être observé. Un signal, pardon. Hem, après, donc moi actuellement je pratique le bilan de compétences et dans la méthode, d'orientation, hein, qui est le groupe, dont je fais partie, il y a un test qui s'appelle préférence, fondé sur les archétypes de Jung. Hem Ce test, je l'ai trouvé particulièrement intéressant pour questionner mon alignement ancien, hein, puisque j'ai quitté ce métier, mais est-ce que j'étais alignée ou pas? Et ça m'a vraiment, éclairée. Il y a par exemple, une des préférences, c'est la préférence sociale. Ça veut dire, est-ce qu'on apprécie d'être en interaction beaucoup avec d'autres gens, donc des jeunes, des enfants, des collègues, des parents? Ou bien est-ce qu'au contraire, on préfère un espace de réflexion? Être au calme, être dans sa bulle, être seul. Alors moi, clairement, ma grosse préférence, elle est sur la réflexion et toutes les interactions, de la journée, pour moi, c'était de trop. D'être sollicitée sans cesse par les enfants et cetera, d'être interrompue, enfin, je sentais que j'arrivais assez rapidement à saturation. Voilà. Une autre préférence, ça peut être, la préférence comportementale. Alors soit on préfère l'action, soit on préfère l'observation. De mon côté, ma préférence, elle va vers l'observation. Prendre du recul, observer, me poser des questions et cetera. Dans le métier d'enseignant, on est dans l'action. Clairement, et il faut réagir et beaucoup et intensément. Donc là aussi, moi, j'étais pas alignée. 3e préférence, c'est la préférence émotionnelle. Donc là, c'est comment on prend ses décisions et comment on réagit en cas de conflit. Alors, il y a 2 préférences, soit c'est l'empathie, soit c'est la rationalité. Alors on pourrait se dire, bah, c'est mieux d'être empathique quand on est enseignant. Ça paraît logique.
Sauf que à être trop empathique, finalement, ça devient difficile de prendre des décisions, de tenir un cadre finalement, parce qu'on ressent, les émotions, les besoins de tous les élèves et comment est-ce qu'on arbitre et comment on tranche là-dedans? Donc moi, je suis extrêmement empathique, trop, donc j'avais du mal à être rationnelle dans la tenue de classe, par exemple. Donc je pense qu'un peu de la rationalité, ça nuit pas pour tenir dans ce métier. Et puis, la dernière préférence, c'est la préférence, perceptive. Est-ce qu'on va préférer finalement, percevoir les choses par le biais de son imagination, de sa créativité ou plutôt par le côté pragmatique et l'expérience? Là, j'ai pas trop tranché pour moi. Je pense qu'on a besoin des 2, mais si on est trop dans l'imagination, on va aussi perdre le contact avec la réalité quoi d'une classe, voilà. Donc je pense qu'il faut être le plus pragmatique possible et on peut mettre des petites touches d'imagination, voilà. Donc c'est un petit peu, ces différents signaux et ces différentes préférences qui peuvent permettre de savoir si on est aligné ou non avec ce métier. Mmh. Des vrais outils, qu'on aimerait, avoir, eu à disposition avant de choisir son métier. Je trouve que, on n'est pas sur une culture, justement de la réflexion avant le métier. On a une réflexion sur «j'aime, j'aime pas», mais finalement, il y a on voit par ta réponse Noémie qu'il y a des outils très précis qui permettent de sortir un peu du ressenti premier et d'aller un peu plus loin dans la réflexion. Hem, Hélène, toi, en lien avec ça, hein, je pense qu'on peut faire le lien. Comment on sait d'où on prend, cette décision? Comment on sait qu'on la prend du bon endroit? Noémie nous a proposé, des outils, je dirais, de réflexion, des choix, des préférences. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de savoir si on prend une décision du bon endroit? Oui, quand on avait parlé ensemble de d'où venait la motivation. Alors les outils que donne Noémie, sont intéressants et je trouve, qu'ils commencent à entrer à l'école aussi. Donc je prends le gage que dans quelques années, voilà, les choix de métier seront faits aussi depuis un meilleur endroit que, juste un Parcoursup. Mais donc d'où vient la motivation en fait, pour entrer dans un apprentissage quel qu'il soit. La vie est un apprentissage, donc c'est vrai je parle vraiment d'apprentissage au sens large, mais il faut être motivé. Mais la motivation, on le sait, elle se décrète pas, et elle peut être donc intrinsèque, venir, de soi-même ou elle peut être extrinsèque, donnée par un élément extérieur. Et quand on est dans nos métiers, ben, on est sans cesse confronté aux 2 puisqu'on dépend d'une institution qui nous donne, voilà, un cadre, des programmes et cetera. Donc la motivation, elle est souvent aussi extrinsèque. Donc c'est comment on renoue avec sa motivation, intrinsèque qui elle, nous donne finalement un pouvoir d'action aussi. Parce que, c'est à partir d'elle qu'on va pouvoir, agir depuis ce bon espace. Donc être motivé finalement, on voit bien que ça suffit pas. Il suffit pas d'être motivé pour s'engager dans une tâche, mais il faut, être motivé à y rester et à y faire preuve de persévérance, pardon. Et pour ça, il faut être très autonome dans sa façon de s'automotiver et donc on en revient à la motivation intrinsèque. Et là, on le voit bien que souvent même, les enseignants, quand on part en formation, on se heurte souvent à des obstacles, en tout cas au retour de formation, à des obstacles et même au début dans ce métier. Les obstacles, ça va être, la concurrence intentionnelle parce que notre métier rentre en concurrence avec d'autres actions, ne serait-ce que ses tâches, domestiques, sa famille, ses loisirs. Donc on rejoint là la question que tu nous avais posée sur les vacances.
repos ou ou action et c'est un élément qui va faire qu'on continue à être motivé. Si en fait on croit avoir des vacances, finalement qu'on les a pas, on voit bien que comment le processus de motivation peut s'atténuer et puis il y a la confrontation aussi à la difficulté, aux difficultés, du métier. Donc à chaque difficulté rencontrée, ça demande un surcroît d'énergie pour à la fois, analyser, trouver des stratégies, pouvoir y répondre et donc ça vient épuiser, puiser en tout cas dans nos ressources de motivation. Mmh. Noémie, peut-être pour répondre à ça, enfin, en tout cas, retrouver de la motivation ou, durer dans ce métier, toi, tu évoques l'importance de l'organisation et de l'adaptation. Heu, Pourquoi et comment? Comment on fait pour, se apprendre et durer dans une organisation, dans une routine? Et tu l'as bien dit, au tout début, dans les réponses, tu as choisi toi, la routine et l'organisation. Oui, c'est d'ailleurs il y avait aussi cette préférence-là, c'est organisation ou adaptation. Moi, j'ai une préférence pour l'organisation. Mais je pense qu'on a besoin effectivement des 2. Heu, L'organisation d'abord, c'est indispensable pour construire un cadre clair, un cadre sécurisant pour les élèves, pour structurer les situations d'apprentissage, pour organiser sa salle de classe et finalement pour éviter le flou. Je pense que le flou, c'est quelque chose qui génère de la dispersion chez les élèves, voire de l'anxiété et que, quand on n'a pas d'organisation et qu'il y a ce flou enfin pas assez et que, ce flou s'installe, bah, ça va déborder en comportements insatisfaisants, et on va y laisser beaucoup d'énergie. Donc je pense que c'est un peu les murs de la maison, l'organisation. Heu, Après l'adaptation, elle est indispensable parce qu'il y a ça se passe jamais comme on a prévu. Ou alors si ça se passe comme on a prévu, on se dit: «Waouh, aujourd'hui ça s'est passé comme j'avais prévu, mais c'est merveilleux, j'ai fait tout ce que j'avais prévu». Mais c'est plutôt l'exception. Donc s'adapter à ses élèves, mais aussi, aux contraintes matérielles. «Ah mince, j'ai plus de machin, j'ai plus de photocopie, la photocopieuse est en panne», et le temps, je trouve que c'est une grosse contrainte aussi dans la journée. On n'a jamais assez de temps, donc il faut toujours un peu adapter ce qu'on a prévu, parce que ça va être l'heure, voilà. Il y a des perturbations, il y a des conflits, il y a des interruptions, la directrice qui toque à la porte, il faut remplir tel papier, il faut répondre à telle demande, tel élève qui se sent pas bien, enfin bref, il y a énormément de choses. Alors soit on est bien dans ce flux d'adaptation parce que ça correspond aussi à une certaine dynamique et donc on n'y laisse pas trop d'énergie parce qu'on aime bien ça, c'est un côté stimulant peut-être. Ou alors si c'est pas trop son style, ça va aussi prendre beaucoup d'énergie. Parce qu'à chaque fois, il faut se recaler, retrouver une réponse et il faut décider en fait dans ce métier, on prend plein de décisions minutes, hein, secondes même, hein. Voilà, donc je cette adaptation, elle est nécessaire aussi. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'enseignants qui sont très, très organisés. C'est une qualité qu'on trouve, beaucoup, en tout cas chez les profs des écoles que j'ai rencontrées. Mais je pense qu'on n'insiste pas assez sur ce côté d'adaptation. Mmh. Et là, c'est une question pour toutes les 2. Hélène, tu peux peut-être commencer. Est-ce que cette adaptation, cette adaptabilité qu'on peut ne pas avoir d'emblée, est-ce que ça se travaille? Ou est-ce que finalement, si on l'a pas d'emblée, il vaut mieux se dire que ce métier, on va y laisser, beaucoup, beaucoup d'énergie? Oui, elle se travaille et je dirais même que c'est indispensable, de la travailler, mais la première étape, c'est d'identifier, qu'on a besoin de la travailler. Mmh. OK. Souvent, on peut être dans du ressentiment, dans, la petite phrase qu'on entend: «Mais c'était mieux avant», c'est parce qu'en fait, on n'a pas su adapter, mais le «c'était mieux avant» cache finalement, de l'inconfort. Parce que le système, le monde change, enfin, on le sait bien, on va pas là réécrire, l'histoire qu'on est tous en train de vivre. Mais notre monde nous demande de l'adaptation et du changement.
le monde est mouvement, enfin, c'est ça a toujours été donc se dire: c'était mieux avant», mais par rapport à quoi? Ouais, C'est aussi une forme de, de non lâcher prise sur certaines choses qui vont générer au final encore plus d'inconfort. Donc oui, le changement, s'apprend et pour moi, cette adaptation au changement, c'est même, un carburant indispensable et comme tout carburant, ça doit être réapprovisionné. Là, tout d'un coup, j'ai cette image qui me vient parce que, quand ce carburant alors moi, je l'appelle j'aime bien l'appeler, l'extase, ce carburant, voilà, de l'extase. Donc l'extase, c'est, voilà, ce qui m'enthousiasme, justement, ce qui me motive, comme on l'a dit, ce qui va me procurer de la satisfaction, ce qui va me permettre de persévérer même quand c'est inconfortable, ce qui va m'animer finalement, me donner de l'énergie, de la vitalité et donc quand ce carburant est plus là, c'est que quelque chose va pas et donc plutôt que de tout envoyer valser, du jour au lendemain ou rejeter la faute sur le «c'était mieux avant» ou c'est parce que l'institution, qui enfin chaque chose a sa part évidemment, je pense parce que c'est très systémique. Mais c'est de voir dans ce contexte, comment je peux me réajuster et réajuster cette, déstabilisation que je peux sentir. Parce que oui, on Noémie peut oui, pardon. Noémie, tu es d'accord avec, le fait que ça s'apprend et peut-être si oui, comment ça s'apprend? Avec quels outils? Alors je pense que ça s'apprend l'identification, de ses croyances Mmh. et OK, par le lâcher prise. d'accord. Alors Tu veux bien ouais, je vais nous donner développer quelques un précisions sur petit ces 2 peu. choses? Ouais. Alors, c'est des outils que j'avais pas quand j'étais enseignante, que j'ai acquis après. Notamment, l'approche systémique, de l'école de Palo Alto. Heu, donc identifier ses croyances. Alors c'est les croyances souvent c'est des injonctions. Alors ça peut être des injonctions parentales, sociales, institutionnelles, qu'on a faites siennes, qu'on a intégrées. Par exemple, je dois faire réussir tous mes élèves. Je dois absolument terminer le programme. Je dois m'adapter à chacun des élèves et différencier pour chacun. Je dois faire en sorte que les parents soient satisfaits, que l'inspectrice ou l'inspecteur soit satisfait et je dois faire aussi bien, que mes collègues de la classe d'à côté. Après avec ces croyances, il y a aussi des émotions et il y a des comportements, et souvent un comportement qu'on peut observer, c'est du surinvestissement. On va se mettre à courir après ses croyances pour essayer de les rendre réelles et donc on va essayer de faire plus, se disant: «C'est pour les élèves» et finalement de compenser les choses qui peuvent manquer pour qu'on puisse réussir. Et on peut manquer de voilà, par exemple d'encadrement, on est un seul pour 35, heu, Ouais. il y a quelque chose qui manque, il y a pas d'AESH dans la classe, il y a pas de matériel, le vidéoprojecteur est cassé, enfin bref, bref, bref et donc on va chercher tous les moyens de compenser ça, quoi et on n'y arrive pas. Donc finalement, au bout d'un moment, on se sent impuissant, découragé et coupable. Moi, j'entends beaucoup d'enseignants qui se sentent coupables de dire: «Mais je n'y arrive pas, c'est ma faute, je fais pas assez bien». Les autres y arrivent, eux, parce qu'ils ne disent rien, mais voilà. Et il y a aussi une dévalorisation de soi, une perte de confiance quoi, progressive, de soi, avec finalement un mal-être qui va nous empêcher au final d'être face aux élèves. Donc finalement, il y a un peu ce cercle vicieux de plus je veux bien faire, finalement, moi, je me rends disponible pour les élèves parce que je suis un peu Mmh. dans cette course en avant. Ouais, tout à fait. Mmh. Et finalement, le changement, il consiste un peu à passer de vouloir que à renoncer à. Moi, j'accompagne les enseignants qui travaillent avec moi à dire: «À quoi je peux renoncer?» C'est super dur de renoncer, hein, de se dire: «Je vais pas pouvoir aider tous les élèves, je vais pas pouvoir finir le programme». Hem et donc ça se décrète pas comme ça. C'est tout un cheminement pour arriver à ce renoncement et finalement ce renoncement, il va permettre de se ressourcer et d'être de nouveau présent de façon imparfaite, voilà, parce qu'on n'arrivera jamais à répondre à tout,
mais d'être là et finalement, c'est ça qui est le plus important, c'est d'être là avec les élèves, de faire le mieux qu'on peut chaque jour, mais de sentir aussi ses limites et de se dire: «Bah, aujourd'hui, voilà, je peux pas faire plus, j'ai pas les moyens de et j'accepte ça». C'est super difficile ça, d'accepter C ce niveau moyen, imparfait, insatisfaisant de ce qu'on c'est arrive ça, à faire, quoi. ouais. Mmh. Mais je pense que c'est une des conditions pour pouvoir, durer dans ce métier parce que sinon on va en Mmh. burn-out, quoi, enfin, Ouais, voilà. ouais, ça me rappelle un entretien que j'ai eu avec Emmanuel Piquet et Ouais, bon, c'est qui elle est qui m'a issu formée, oui. effectivement de voilà et je retrouve, ces renoncements, dans ce discours. Donc on voit bien dans ce que vous proposez, il y a des questions à se poser et puis à un moment, on peut effectivement se dire: «Eh, en fait, je suis plus à ma place» et j'ai une petite question pour toi, Hélène. Est-ce que Comment tu as su qu'il était temps de changer? Et comment tu as surmonté ta peur du changement? Alors, j'ai un côté où j'ai été très stable, ça fait, 23 ou 24 ans, que je suis professeure documentaliste, mais au cœur de ça, j'ai eu plusieurs phases de changement. Donc c'est assez cyclique. Là, à la rentrée, je change à nouveau effectivement, et bien, comment on le sait? C'est des outils que j'ai aujourd'hui, mais finalement, en faisant de la relecture, c'était déjà là parce que c'est en chacun de nous, je vais en reparler là, c'est sa sécurité intérieure, en fait. On l'a tous et simplement on peut la mettre en conscience et voilà et travailler à sa flexibilité. Donc, voilà, interroger sa sécurité intérieure pour faire ces changements depuis le bon espace et pas depuis l'espace de peur Ouais, qu'on ouais, a tout à fait. évoqué, au Mmh mh. début. Pas, pour fuir un système ou pas pour fuir, je ne sais quoi. En fait, quand on est dans ces métiers de l'enseignement, il y a un vrai, engagement, donc c'est ça le bon espace. C'est pas les vacances, c'est pas les élèves, c'est pas les collègues, c'est pas les programmes ou son amour pour sa matière, même si effectivement c'est ça, mais c'est avant tout sa sécurité intérieure et depuis quel espace on le fait, soi, pour créer ce lien depuis le bon espace avec les élèves, avec l'institution, et cetera. Mmh. Et si je reviens à ta métaphore du carburant, si on a ce lien-là, on sait où on va venir recharger finalement. Oui, c'est ça. Donc, tu me demandais, voilà, comment faire pour pour réinterroger? Ben, il y a des outils très très pragmatiques, on va dire. Ça peut être, de la visualisation, comment je me visualise, à 5 ans. Donc, on peut le faire seul, mais quand on le fait de manière guidée, voilà, ça permet d'aller, un peu plus, en profondeur. On peut faire, travailler, j'ai pour moi autour de 4 piliers. Donc se connaître, on en a beaucoup parlé, comprendre, voilà, comment fonctionne son système nerveux, qu'est-ce qui nous met en émoi, qu'est-ce qui nous dérégule ou au contraire qu'est-ce qui nous régule. Noémie, tu as parlé, voilà, des valeurs, son pourquoi et cetera. Le 2e pilier pour moi, c'est le vivre ensemble. Parce qu'être dans l'éducation, c'est aussi, rentrer dans une communauté, la communauté apprenante. Donc c'est aussi comment on va gérer tous les conflits. Donc les conflits interpersonnels, les conflits de soi à soi, les conflits à la hiérarchie. Donc tout ça, ça en fait partie en fait aussi de la manière dont on va investir, ce changement. Ensuite, moi, je mets le pilier des technologies numériques OK, parce qu'elles viennent bousculer plein de choses, alors évidemment, on pense à l'IA actuellement, mais globalement, tout ce qui va être de notre présence numérique et de l'impact du numérique sur, l'environnement, notamment OK. sur nos vies, voilà. Et puis le dernier pilier, c'est un rapport au vivant et tout ce qui va être du prendre soin de soi, des autres, du monde, le fameux triptyque, d'Edgar Morin. Très bien, merci beaucoup. Hem, OK, peut-être sans transition, Noémie, quand on imagine, se projeter, dans le métier, d'enseignant, est-ce que tu conseilles de faire, des expériences
pour découvrir la réalité du métier avant de s'engager corps et âme dans ce métier et s'apercevoir peut-être, heu, à notre dépens, qu'on n'est pas à la bonne place? Alors complètement, c'est déjà une pratique qui est partie intégrante, ben, du bilan de compétences, hein. C'est-à-dire que les réflexions de réorientation, elles incluent, le plus souvent, des enquêtes métiers déjà. Donc d'aller rencontrer des professionnels, qui vont, et si possible plusieurs, qui vont pouvoir parler, des réalités du métier tel qu'ils le vivent. Ça, c'est un premier aspect qui est important. Et ensuite, alors on parle de stage d'immersion, ça peut prendre plusieurs formes, hein, mais c'est d'aller, si possible, passer quelques jours sur le terrain pour de vrai, dans une classe, pour voir ce qui s'y passe. Je dirais que peut-être une expérience contractuelle, ça peut aussi faire lieu d'immersion. Bon, un peu dur parce qu'on se retrouve, dans le bain tout de suite, mais ça évite de s'engager, sur la durée et puis, voilà, de voir si, on peut se sentir bien dans cet écosystème. Donc, moi, je suis complètement favorable et je pense que la partie orientation, finalement, les jeunes enseignants qui arrivent, hein, est-ce qu'ils ont vraiment bénéficié d'une orientation, approfondie avec une réflexion sur leur personnalité, des allers-retours avec le terrain, des enquêtes et cetera? Est-ce que vraiment ça a été fait? Je suis pas sûre parce que beaucoup de jeunes enseignants ont des désillusions quand ils voient la réalité du métier, quoi. Et pour des personnes qui, en milieu de carrière, veulent se réorienter, c'est pareil, je pense que, prendre ce temps de faire un bilan des acquis, de ses besoins, de sa personnalité, de ses valeurs, de ses attentes et les confronter, à la réalité de ce métier, ça peut aussi éviter de tout donner pendant 1 ou 2 ans et puis de se rendre compte que non, c'était pas ça. Bon, c'est formateur et ces personnes-là qui sont en reconversion, bah, ont déjà un parcours ailleurs, donc ça sera plus facile aussi de rebondir. Mais quand même, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie pour entrer dans ce métier, quoi. Voilà. Mmh. Oui, tout à fait. Oui, le prix d'entrée est cher quand même, hein, sur cette profession. Mmh. Hélène, toi, tu as des outils pour interroger, la motivation à devenir enseignant? Je dirais, j'en reviens toujours là, c'est depuis quel espace on on veut le faire. J'ai l'impression de qu'on tourne un petit peu, heu, autour de ça et puis, en fait, se rappeler que aussi que oui, c'est engageant, de devenir enseignant, mais on peut aussi en sortir si ça va pas. Alors le but, c'est pas de le faire peut-être au bout de 2 ans, c'est un peu ça serait payer cher, le prix, voilà, enfin, je pense qu'on vit dans une société où un métier à vie, c'est plus, trop d'actualité et puis que même au sein de l'éducation, alors certes, on parle, voilà, il y a pas tant de manières que ça d'évoluer, mais il y a des petites choses qu'on peut faire aussi, à côté, de la formation, travailler dans des groupes académiques et puis voilà, en fait, se créer une communauté aussi, tu vois? De motivation, de pas travailler seul. Le métier d'enseignant, c'est absolument pas un travail, isolé, l'enseignant dans sa classe. Même professeur des écoles, pour moi, ça se travaille, en équipe, en communauté et quand je parle de communauté, c'est pas juste au sein de son établissement, c'est Beaucoup aussi, plus large, ouais. en dehors, vous êtes un vous Ouais, êtes un c'est ça réseau, exactement, j'ai envie de ouais, tout à être fait. prof, voilà, qui Mmh. est typiquement, les gens qui sont Mmh. là, du coup, ont Ouais, bien tout à compris fait. ça, Mmh. en tout cas. Noémie, tout à l'heure, tu parlais, de la nécessité, de prendre du recul et de faire attention aux attentes qu'on a vis-à-vis de ce métier. Est-ce que toi, tu as eu des outils, des habitudes concrètes, pour, garder cette distance et regarder ce quotidien avec, discernement, j'ai envie de dire? J'ai quitté ce métier, donc c'est la réponse, ça va être non. Je les ai pas eus au moment. Je pense que si j'avais pu être accompagnée, j'aurais pu me sentir mieux dans ce métier. C'est ce que je me suis dit. Après, je serais peut-être pas partie si j'avais peut-être trouvé les bonnes ressources. Je me suis fait accompagner, mais plutôt sur le côté psy et c'était pas concret sur, vraiment, comment je prends du recul par rapport à ma pratique de classe, quelles croyances et cetera. C'était pas là-dessus et
Et maintenant, voilà, déjà d'identifier qu'est-ce qui se passe en termes de croyances, de pensées, de comportements et après effectivement de se mettre des petits objectifs pragmatiques, mais déjà de faire moins, par exemple. Au lieu de donner 3 exercices, j'en donne que 2. Au lieu de faire 5 évaluations, j'en fais que 3. C'est des petites choses simples, mais qui finalement sont pas si évidentes. Enfin, il faut aussi accepter, renoncer à faire beaucoup, tout. Je pense que c'est ça et que je la priorité, on a tendance parce qu'on est dans un métier humain, à mettre la priorité sur les élèves. Le bien-être des élèves, voilà, les faire passer en premier et puis soi-même finalement c'est pas tellement important. En tout cas, c'est aussi ce qui est un peu relayé dans l'institution. On est rarement, choyés à dire comment vous vous sentez, comment vous allez, enfin voilà. Heu, Moi je pense qu'il faut se faire passer en premier. Er Un peu comme dans une cabine d'avion en dépressurisation, il faut se mettre le masque à oxygène à soi d'abord, pour pouvoir aider les autres passagers ensuite. Et je pense que prendre du recul, c'est ça, c'est être attentif à ses propres besoins et se dire: «Bah, pour que moi, là, je sois en sérénité, je sois en calme et ben, peut-être, je dois sortir 10 minutes avant la récréation pour éviter le brouhaha du couloir», par exemple. Je prends d'abord mon besoin et finalement, du coup, je vais être plus calme, je vais être plus disponible pour les élèves et ça va se passer mieux que si voilà, je me dis: «Bah, les élèves, il faut encore qu'ils travaillent 10 minutes parce que comme ça, je pourrais encore leur faire passer un truc». Et puis après, c'est le chahut dans le couloir, on arrive en retard, voilà. C'est des petites choses, toutes bêtes, mais c'est remettre une priorité sur soi et se dire aussi: «Je pose des limites, je pose des limites, je travaille pas plus que temps et temps, je vais m'organiser différemment et si je peux pas faire tout et tellement bien et ben, ça ira aussi». Tu dis quelque chose d'important, mais que vous avez dit, à différents endroits, hein, cette question de poser ses propres limites, s'interroger, mais c'est pas évident de faire la paix avec ses propres limites et je dirais accepter son imperfection et je le mets bien entre guillemets parce que, on est dans un monde où on nous donne à voir, la perfection comme étant, le graal, alors que finalement si on fait suffisamment bien, mais c'est déjà bien. Donc comment on fait? Là, c'est pour toutes les 2 et Hélène peut commencer. Comment on fait la paix avec ses propres limites? Bah, déjà, la première chose, c'est se rappeler que c'est un chemin, que ça s'apprend, que j'ai pas en tout cas moi, j'ai pas appris, mais j'apprends à le faire. On apprend s Voilà, on est en train d'apprendre à le faire, à mon avis, sans cesse. Hem, alors pour moi, poser des limites, c'est remettre aussi du lien là où on pense que ces limites ne sont pas respectées. Donc encore une fois, ça va passer par du travail sur, la confiance en soi, sur l'estime de soi pour être plutôt dans la création avec ses limites et ses contours, plutôt que de les retenir ou de les voir, avec les lunettes du stress et et de la crainte. Voilà, parce que finalement, le besoin de contrôler ou en tout cas de surcontrôler les choses, il y a besoin d'être organisé. Noémie l'a bien, l'a bien rappelé, donc je reviens pas dessus. Mais le besoin de contrôler ses limites, ça nous demande en fait d'être, hyper créatifs. Donc réfléchir, comment je vais anticiper, comment je vais, anticiper les scénarios catastrophes, comment, voilà, le petit vélo dans la latex, ça demande, beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité. Donc c'est finalement, un mécanisme de protection aussi qui se met en place et l'identifier, c'est voir que notre inquiétude face à ces limites prend le dessus et ce besoin de contrôle, souvent est finalement inefficace parce qu'il est alimenté par le stress, la peur. Donc renverser là aussi les lunettes qu'on va poser, pour, regarder ses limites sur qu'est-ce qu'il est vraiment possible de contrôler. Voilà, Noémie a donné, quelques exemples, juste avant. Mmh. Noémie, quelque chose à ajouter sur, cette, difficulté à faire la paix avec nos propres limites? Mais je pense que ce qui est difficile aussi, c'est de faire le deuil. Faire le deuil Mmh. de l'image
du bon enseignant qu'on a. Moi, je questionne souvent mes clients sur: «C'est quoi pour vous un bon enseignant?» Eh heu ouais. et donc c'est déconstruire cette image-là et faire le deuil de la personne, et de la professionnelle parfaite ou du professionnel parfait qu'on voudrait être, de l'enseignant idéal. Et de se confronter pleinement à ses manques, aux trucs qu'on a ratés. Parfois, pour quelqu'un qui est très dans la perfection, ça peut être de s'obliger à rater des choses, de s'exercer en disant: «Bah, aujourd'hui, j'oublie ma fiche de prep. Aujourd'hui, il y a un je vais volontairement rater un truc». Bon, on peut commencer par des petites choses, hein, mais vraiment s'entraîner, embrasser ce ratage, cette imperfection, ces erreurs, pour arrêter de lutter contre. Parce qu'on est tout le temps en train d'anticiper tout un tas de choses pour pas faire d'erreurs, pour avoir tout prévu, pour être le bon enseignant qu'on imagine et donc c'est vraiment le mouvement inverse. Enfin, toujours à l'image d'Emmanuel Piquet, hein, de Palo Alto. Quand quelque chose, on l'a essayé et finalement on n'obtient pas les résultats qu'on souhaite, mais ça fait souffrir, bah, il faut essayer l'inverse. Voilà. Super, merci à toutes les 2. Allez, une dernière question. S'il y avait un mantra à garder, sur tout ce questionnement qu'on peut avoir sur, notre future place dans l'éducation ou notre place actuelle dans l'éducation, ça serait quoi? Hélène, je te laisse commencer. Ah, j'ai envie de décliner une phrase que j'aime bien, c'est, «Il n'y a pas de danger à aller vers soi». Donc il n'y a pas de danger à oser, le changement à partir de soi, OK, hein, quelque chose merci. comme ça. Noémie? Je suis un peu dans la même, mouvance. Je pense que c'est, oser être soi. Mmh. OK, une jolie conclusion. Merci beaucoup à toutes les 2 pour ce chemin. Merci beaucoup. Merci à toi Merci. Nathalie.